Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat, votre rendez-vous consacré à l'économie africaine et à ses nouveautés. Après une quarantaine de jours de conflit au Moyen-Orient, une trêve de 2 semaines permet à l'économie mondiale de souffler provisoirement. Partout à travers le monde, on a ressenti l'impact de cette crise, notamment dans les secteurs énergétiques et probablement des engrais. Qu'est-ce qu'il en a été pour notre continent, l'Afrique? Quelles leçons tirées de ce conflit? Et surtout, comment les pays du continent ont su gérer les conséquences de cette guerre ou continuent de les gérer? Nous en parlons au cours de cette émission avec nos deux invités, Idriss Lingé, directeur de rédaction de Média Mania, qui est avec nous depuis Cotonou. Bonjour à vous, Idriss Lingé. Bonjour Omar et bonjour à tous les auditeurs de Média TV. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Landry Jimpe. Il est associé au cabinet Innogens Consulting depuis Kinshasa. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Omar, merci pour l'invitation Alors, et bienvenue à tout le monde. merci. Alors, nous entrons directement dans le vif du sujet. Je le disais, c'est une quarantaine de jours d'affrontement au Moyen-Orient, une crise qui a, en tout cas, fait du mal à l'économie mondiale, surtout en termes d'inflation qui est redoutée avec la hausse des prix énergétiques. Idriss Lingé, depuis Cotonou, pour les économies africaines, quel a été le constat qui fut dressé? Je pense, Omar, qu'on est encore en train d'observer comment est-ce que cette crise-là impactera les économies africaines de manière constante. Parce que vous savez, toute la frayeur qu'on écoute aujourd'hui dans les médias, c'est davantage une crise pour ceux qui ont pris des positions sur les marchés, notamment les marchés des commodities, les marchés boursiers ou encore les marchés obligataires. Donc, je pense qu'il y a comme un processus progressif à travers lequel ces crises sont susceptibles d'impacter les économies africaines, mais cette crise aussi arrive à un moment où les gouvernements avaient fait un ensemble d'efforts qui leur ont permis, d'une certaine manière, de sortir des zones de turbulence très, très graves. C'est Mhm. vrai que sur le plan budgétaire, les pays continuent de faire face à des contraintes, mais on ne trouve pas une Afrique complètement désarmée. Et le fait que nos économies ne soient pas des économies de rapidité, des économies de choc, fait en sorte que, d'une certaine manière, on est protégé par cette faiblesse structurelle. En tout cas, c'est dire que peut-être cette mondialisation ou cette globalisation de l'économie se répercute de façon un peu différée sur les économies africaines. Alors, Landry Jimpe, vous de votre côté, quelle observation par rapport à cette crise avez-vous à faire sur les économies du continent? C'est une très belle question. Je ne sais pas si on peut déjà tirer des conclusions de l'impact de cette crise sur les économies africaines. La vérité est qu'il y aura, comme vous l'avez dit, Monsieur Omar, un effet différé sur nos économies. Il faut savoir que la majeure partie de nos économies reste quand même très extravertie, que ce soit sur son aspect productif. Beaucoup de nos pays on possède des minerais ou alors sont très portés à l'agriculture et très peu de ces commodités-là sont transformées localement. Donc, on est souvent très impacté par le cours des commodités. On a pu le voir dans les dernières semaines, une explosion du prix du pétrole qui a certainement été applaudi par certains pays euh, du Golfe de Guinée, mais pas très bien apprécié par les pays importateurs de produits pétroliers.
De l'autre côté, on importe aussi beaucoup de choses de ce qu'on consomme sur le continent et donc du coup, on est aussi fortement impacté. C'est vrai que la crise actuelle n'a duré que, enfin, on est à quoi? À la 5e semaine à peu près. Donc aujourd'hui, on est peut-être encore sur certaines commodités en train de consommer les stocks stratégiques, mais l'impact, pour mesurer vraiment l'impact de cette crise-là, il faudra probablement attendre quelques mois pour pouvoir voir quel aurait été l'impact réel sur nos économies. Mhm. En tout cas, ce sont donc des premières observations sur les économies africaines. Je vous propose à présent de suivre ce sujet préparé par la rédaction sur les différents secteurs affectés par cette crise due donc au Moyen-Orient durant cette guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran et qui a donc touché toute la région du Moyen-Orient. Écoutons ensemble ce récit de Rachid Farhan. Premier maillon touché, l'énergie. La circulation reste perturbée dans le détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique pour l'énergie mondiale. Et les perturbations dans le Golfe ont fait grimper les prix du pétrole et du gaz, mettant sous tension les marchés internationaux. Dans les stations-service, la hausse est déjà visible, mais ce n'est que la première étape. Car derrière l'énergie, c'est toute la chaîne logistique qui se dérègle, transport maritime plus cher, routes modifiées, délais allongés. Les coûts du transport maritime augmentent à cause des primes d'assurance, de la hausse du carburant et des trajets plus longs car certaines zones sont évitées. Conséquence, importer, produire et distribuer devient plus coûteux. Dans l'industrie, les raffineries et les chaînes de production tournent sous pression. Dans les ports, les flux ralentissent et dans les économies les plus dépendantes, les inquiétudes grandissent. Mais le choc ne s'arrête pas là et se diffuse progressivement vers les secteurs les plus sensibles, notamment l'alimentation. Dans les champs, les marchés et les usines agroalimentaires, les effets commencent à apparaître. Pas encore une flambée généralisée, mais une tendance à la hausse sur certains produits. L'impact principal aujourd'hui concerne l'énergie et les engrais. Ce n'est pas la nourriture d'aujourd'hui qui est en jeu, mais celle de demain. Car produire coûte plus cher, carburant pour les machines, transport des récoltes, mais aussi engrais, dont une grande partie dépend des flux énergétiques. Autrement dit, de l'énergie au rayon des supermarchés, toute l'économie est touchée. Et à l'échelle mondiale, les perspectives s'assombrissent. La croissance pourrait ralentir si les tensions persistent. Un enchaînement désormais bien connu, dont les effets commencent seulement à se faire sentir. Alors, on l'a vu hein, sur donc, ce sujet qui parle un peu de l'économie mondiale et y compris bien évidemment des économies africaines. D'ailleurs, le FMI a dans ce sens indiqué qu'il pourrait revoir à la baisse certaines prévisions de croissance. On l'a vu que les pays du Moyen, en tout cas, sont impactés. On parle de moins 7% sur leur croissance. On parle aussi d'une baisse probable de la croissance en Asie. Alors, Idriss Lindié, pour le continent africain, est-ce qu'on pourra parler de baisse de croissance attendue en raison de cette crise? Bon, Omar, je suis toujours un peu, pas dubitatif, mais réservé de commenter les prévisions de performance avec des modèles qui ne sont pas toujours adaptés à la réalité économique africaine, hein. Il faut savoir qu'il y a 60% de l'économie africaine informelle et en réalité, c'est les volumes d'activité que les statistiques nationales ne peuvent pas toujours capturer et qui parfois sont au cœur même de la résilience des économies africaines. On le disait déjà l'année dernière avec l'arrivée de Donald Trump et les tarifs qu'il avait imposés, la réduction de l'aide, toutes ces choses ont été une réalité dans le sens de l'administration Trump et pourtant, selon les premières indications qui doivent encore être confirmées très prochainement par le FMI, l'Afrique a connu la croissance moyenne la plus élevée des 10 dernières années, autour de 4,3, 4,4%. Donc, alors que tout le monde s'attendait à ce que, parce que les Américains ne donnent plus d'argent, parce qu'il y a les tarifs douaniers, que l'Afrique s'effondre sur elle-même comme un petit château de cartes. Donc, je pense qu'il y a le facteur
inconnu que les modèles européens, les modèles occidentaux ne capturent pas toujours, mais bien sûr qu'il y a des effets plus visibles, comme par exemple la question du carburant. Landry Jimpe le disait, nous sommes majoritairement exposés à la consommation extérieure. Pour ce qui est du carburant, ça change peut-être maintenant parce que le Nigérian Dangote est en train d'inonder tout le monde de carburant, mais nous sommes jusque-là consommateurs des produits extérieurs. On a vu en Égypte des mesures être prises pour réduire la consommation de carburant parce que l'Égypte est très connectée à la consommation de ce produit, tout comme il est très connecté aux engrais qui viennent de ses voisins du Golfe et du Moyen-Orient. L'Afrique du Sud aussi est très exposée à ça à cause de son modèle économique. Mais la réalité sur toutes les autres économies africaines doit être analysée en fonction des acteurs économiques, du contexte. Bien sûr qu'il y aura un impact, mais cet impact, il faut l'évaluer et éviter d'utiliser des superlatifs. Un impact donc à évaluer, mais avec, disons, des termes réels, hein, en tout cas, pas du tout d'effets soporifiques ou plutôt de superlatifs qui tirent dans un sens plutôt négatif pour le continent. Alors, Landry, êtes-vous du même avis par rapport à ce que vient de dire Idriss Linger? Oui, effectivement, je pense que dans les modèles qu'on a, je pense que beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que le continent s'effondre. On se rappelle les prédictions lors de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui aussi, entre la guerre en Ukraine et le conflit en Iran, on a eu effectivement le désengagement progressif des Occidentaux sur le continent, notamment sur tout ce qui est aide au développement, et beaucoup plus marqué par les Américains. Mais effectivement, on n'a pas eu la dégringolade espérée sur le continent. Mais je veux quand même tirer l'attention sur le fait que les effets ces effets-là sont à mesurer dans le temps long pour le coup. Aujourd'hui, on voit déjà l'impact de cette crise sur certaines industries. On a parlé notamment du pétrole, mais on peut parler d'un autre secteur sur lequel dont dépend fortement le continent, autre secteur extractif, qui est le secteur minier. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur un continent qui a un gros déficit énergétique. Donc du coup, pour les miniers qui ont des opérations qui sont quand même particulièrement énergivores, dépendent beaucoup du carburant pour alimenter leurs générateurs. Et le carburant représente pour certains types de minerais jusqu'à 10 à 15% de leur coût d'exploitation, l'électricité, l'énergie du moins. Et donc, on voit aujourd'hui, avec la hausse du cours, leurs coûts d'exploitation qui vont exploser. De deux, on a les produits dû au fait qu'il y a un rerouting de certaines chaînes, de certaines lignes maritimes et une congestion de certains ports en Afrique de l'Est qui impacte notamment un pays comme la RDC, mais aussi de l'acide sulfurique qui nous provenait principalement, du moins en grande partie du Golfe Persique et qui est un intrant significatif dans la transformation de minerais comme le cuivre et à moindre mesure le cobalt. Donc, cet impact sur les secteurs miniers va significativement impacter les finances publiques de nos pays. Je pense à des pays comme la RDC, la Zambie, mais en Afrique de l'Ouest aussi, des pays, tous les pays comme la Guinée, mais aussi les pays producteurs d'or, quasiment toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ces impacts-là ne vont pas forcément se faire sentir aujourd'hui, mais probablement dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce qu'il y aura un sérieux manque à gagner dû à la réduction de marge des opérateurs économiques que sont les exploitants miniers. Et je prends là, pour le coup, le secteur minier comme un exemple de l'économie plus globale. Donc, je pense que ce serait vraiment important de pouvoir revenir sur un point et un bilan dans quelques mois. En tout cas, on y reviendra tout à l'heure. Je vous propose, avant cela, d'aller au Sénégal. Au Sénégal, où on a entendu bien évidemment cette actualité autour du Premier ministre qui disait que l'État va mettre en place des mesures, en tout cas entre guillemets, d'austérité pour un peu limiter les déplacements en fonction
de cette crise-là. On va aller retrouver Sirmi Boukaka à Dakar pour nous dire au Sénégal quel a été l'impact de cette crise. Les tensions et la guerre au Moyen-Orient, notamment celle autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz, ont des retombées économiques considérables dans le monde et le Sénégal n'échappe pas à leurs effets. Le pays fait face à une exposition importante pour 3 motifs essentiels. Premièrement, le Sénégal dépend fortement du pétrole importé. Quand les prix mondiaux augmentent, cela se répercute sur le carburant, le transport et l'électricité. Prenons le cas du carburant. Même si le gouvernement sénégalais a récemment baissé les prix de l'essence de 990 à 920 francs CFA le litre et le gasoil de 755 à 680 francs CFA le litre, le secteur reste fragile. Si la guerre s'intensifie ou que le marché mondial se tend, les prix peuvent remonter très vite. Le pétrole a atteint 115 $ le baril, mais ce prix n'est pas stable et fluctue fréquemment. Deuxièmement, le Sénégal dépend beaucoup des importations alimentaires, surtout du riz et du blé. Au premier semestre 2025, le pays a importé environ 910 000 tonnes de riz pour un coût de plus de 207 milliards francs CFA, soit une hausse de 46,6% par rapport à la même période en 2024. Cette situation le rend vulnérable à l'inflation mondiale. Toutefois, l'inflation alimentaire reste relativement modérée grâce à la baisse des prix internationaux et à une bonne disponibilité des produits, même si le pays reste exposé. Enfin, en raison de marges budgétaires limitées et d'un endettement élevé, l'État sénégalais dispose de peu de moyens pour faire face aux chocs économiques. Dans ce contexte, il est contraint d'augmenter certaines dépenses, notamment pour financer les subventions, tout en adoptant des mesures d'austérité comme la réduction des dépenses publiques et la suspension des voyages officiels non essentiels. Le gouvernement renforce également le contrôle des prix, sécurise l'approvisionnement en énergie et soutient les populations vulnérables. Il est donc urgent de diversifier et de moderniser l'économie nationale pour limiter la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal. On vient donc de suivre ensemble cette correspondance de Sirmi Boukaka sur les mesures prises au Sénégal pour faire face à cette situation. Alors, Idriss Lindsey, que vous inspire tout cela? Et y a-t-il des mesures similaires dans d'autres pays du continent? D'abord, globalement, d'un point de vue macro, en tant que coordinateur général de plusieurs médias économiques en Afrique, humblement, nous sommes très sensibilisés à tout ce qui se passe dans la région. Bon, sur ce que le reportage dit, je suis désolé de le dire, tout ça m'a l'air d'être plus si on était en guerre, on dirait de la propagande politique, parce que le vrai problème n'est pas l'expansion du budget. Quand on regarde les budgets globaux en Afrique, et même le Sénégal en fait partie, la part du budget sur le PIB reste plutôt plus faible que celle de beaucoup de pays qui sont classés comme étant des économies avancées, où la part du budget sur le produit intérieur brut est assez conséquente. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Et lorsqu'on dit que le gouvernement promet qu'il va prendre des mesures pour réduire ses dépenses, pour soutenir les populations les plus vulnérables, je pense que, et c'est là où je vais peut-être développer, qu'on assiste toujours, lorsqu'il y a une crise, à une recherche de solutions par pays. Bien sûr que chaque pays africain a ses spécificités, sa politique économique et sa politique budgétaire. Mais la vérité, c'est que le marché mondial continue de percevoir l'Afrique comme une entité. Par exemple, vous avez le même client qui fournit les Africains en engrais. C'est pour ça que s'il y a un problème d'engrais dans le monde, les Africains se retrouvent en difficulté. Vous avez les mêmes groupes de clients qui fournissent les Africains en huile de palme, en riz. Olam, par exemple, c'est un leader en Afrique. Il distribue du riz venu d'Indonésie à tout le monde.
Donc, les problèmes des Africains doivent être gérés par la globalité, c'est-à-dire ça doit être des problèmes discutés au niveau de l'Union africaine, en ce sens que l'Afrique se mettrait comme une force de négociation commerciale et ça permettrait aux pays de bénéficier des baisses de prix. Par exemple, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, Dangote a amorti le choc pour ce qui est de l'importation de carburant. Pourquoi? Parce que Dangote est capable aujourd'hui de mettre 700 000 barils par jour de produits pétroliers raffinés, ce qui réduit la part que l'Afrique serait allée se disputer sur le marché international. Beaucoup de pays, notamment 6 pays, y compris la Côte d'Ivoire, je crois même le Sénégal, sont en discussion pour recevoir du pétrole qui viendrait du Nigeria. Et le pétrole qui vient du Nigeria ne peut pas avoir le même coût que si on allait l'acheter en Azerbaïdjan ou si on le prenait dans des réserves d'un groupe multinational basé aux îles Jersey. Donc, la vérité, c'est que c'est bien de voir les pays prendre des mesures. Je le vois très bien. Je vois la RDC, je vois la Tanzanie, je vois l'Afrique du Sud, je vois ce que fait la Côte d'Ivoire, mais c'est pas pertinent. La vérité, on n'a pas les moyens en tant que pays de faire face à ça. Il faut qu'il y ait des solutions concertées, notamment pour ce qui est des approvisionnements sur des biens essentiels, le carburant, le riz, le maïs, le blé. Ce sont des choses que l'Afrique importe parce que le reste des choses que les Africains mangent, ils n'ont pas besoin des étrangers pour ça. La patate, le macabo, le plantain et toutes les autres tubercules, les herbes, les moutons et tout ça, nous les faisons nous-mêmes au niveau local. Donc, je crois qu'on doit plutôt assister à une Afrique qui, après le 5e choc mondial, doit pouvoir apporter une réponse globale, une réponse unique qui lui permette d'être plus forte sur le marché mondial. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant à observer. Alors, pour votre part, Landry Djimpé, on a vu cet exemple du Sénégal. Selon vous, quelles mesures s'imposent pour les pays du continent afin de mieux anticiper ces crises et de moins les recevoir de façon frontale en tant que choc, sachant que les terrains des conflits, en tout cas qui touchent la planète, sont pour le moment hors du continent, quand on pense à l'Ukraine et à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Je pense qu'une grosse partie de la réponse tient à ce que présentait Idriss. Je pense qu'il faut une meilleure intégration régionale, voire continentale. Qu'on puisse passer d'idées, parce qu'on a beaucoup d'idées sur le continent, on a une zone de libre-échange continentale sur le papier, mais qui peine toujours à se matérialiser, mais on doit pouvoir, ça doit devenir des actions et des actions concrètes. Idriss parlait de pouvoir négocier en tant que continent, ça c'est vrai, ça c'est dans les négociations avec des partenaires extérieurs sur l'importation du riz, mais moi je veux ramener déjà la conversation en interne sur le continent. C'est qu'aujourd'hui, pour répondre au mieux à un certain nombre de crises, le continent, notamment on parlait de la crise énergétique précédemment, le continent peut mieux intégrer ses pools énergétiques, par exemple. Pouvoir mieux faire dialoguer les pools énergétiques entre eux pour répondre aux besoins spécifiques de certains pays. On le voit déjà dans la coopération énergétique entre un pays comme la Zambie et la RDC pour approvisionner les minières d'énergie, mais on peut le voir à l'échelle continentale. Deuxième chose, toujours sur la question de l'énergie, on parle beaucoup de la dépendance au pétrole et l'impact de la hausse, mais il y a une vraie question qui doit pouvoir se poser sur le mix énergétique sur le continent. Cette crise doit pouvoir nous rappeler que le continent détient quand même un potentiel en énergie renouvelable important, que ce soit en hydro, en solaire, en thermique notamment du gaz. On devrait pouvoir développer sur le continent des réponses endogènes et limiter ainsi notre dépendance aux facteurs exogènes venant de crises comme celle qu'on a aujourd'hui avec l'Iran. Autre chose importante à rappeler, c'est la question de l'industrialisation du continent. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que c'est encore normal qu'avec la quantité de terres arables que nous avons sur le continent, on continue à importer du riz, du maïs, du blé? Et pourtant, on se rend compte que beaucoup de récoltes dans des pays producteurs sont perdues sur le chemin parce que nos chaînes de logistique ne sont pas bonnes et nos capacités de transformation locales ne sont pas les meilleures. Et donc, il y a un besoin aujourd'hui de localiser la transformation de nos produits et même l'industrialisation au sens large
de nos économies. Autre chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que beaucoup de nos pays sont exportateurs de pétrole, certes, mais c'est du pétrole brut. Notre capacité de raffinage reste très faible. Aujourd'hui, on est tous contents d'avoir Dangote qui fournit 650, 700 000 barils par jour. Mais qu'en est-il de tous les pays africains qui sont producteurs de pétrole? Alors, on devrait pouvoir renforcer nos capacités de raffinage en local pour limiter effectivement notre exposition aux chocs comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, diversifier les approvisionnements, limiter les dépendances à certains fournisseurs clés. Ça, pour moi, c'est impératif. Et peut-être en dernier, renforcer nos réserves stratégiques. Aujourd'hui, on a pu absorber le choc en partie aussi parce que les pays ont pu ont pu libérer une partie de leurs réserves stratégiques, notamment en termes de pétrole. Mais il y a une question de pouvoir les renforcer peut-être encore plus parce que si la guerre devait continuer sur d'autres semaines encore, si on devait arriver à 2, 3 mois de conflit, je ne suis pas sûr que le discours qu'on tient aujourd'hui serait le même et on verrait peut-être un impact beaucoup plus fort sur nos économies. En tout cas, à l'heure où on parle, hein, on est pour le moment en mode pause dans cette guerre avec cette trêve donc en cours pour 2 semaines et les discussions ou en tout cas se tiennent pour voir comment on va essayer de trouver une solution définitive à cette guerre au Moyen-Orient. Idriss Lindié, on a parlé des engrais tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, on a à la fois pour le continent un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a des pays producteurs d'engrais phosphatés, comme le Maroc, et l'inconvénient, c'est que le continent a besoin d'engrais azotés, dont une bonne partie provient du Moyen-Orient. Qu'avez-vous observé jusque-là par rapport à cette question des engrais? Non, avant peut-être de répondre, je dirais que la guerre au Moyen-Orient crée une tempête économique, mais il faut qu'on se rappelle que l'Afrique a résisté à des crises encore plus graves, comme celle de la Covid, où pendant près d'1 an, on a fermé toute l'économie mondiale, il n'y avait plus rien. Et tout le monde disait d'ailleurs que les Africains vont se retrouver dans les rues totalement morts parce qu'ils n'ont pas de buffet, tu sais, tous ces mots techniques qu'on utilise souvent. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, pour les engrais, c'est assez intéressant. Je crois que cette question, j'aurais été très content de pouvoir la poser à Espoir Olodo, qui est l'expert à l'agence Ecofin en charge des questions agricoles. Il débat souvent de ces questions, donc je vais vous transmettre à peu près ce qu'il partage souvent avec moi. Il dit que le choix d'un engrais ou d'un autre peut être une question de marketing réussi ou pas. En réalité, on choisit en fonction du prix, on choisit en fonction du coût de production, de ce que ça va entraîner comme impact, de l'efficacité qu'on recherche. Mais d'après les experts, la vérité, c'est que les Africains peuvent être autosuffisants dans l'engrais parce qu'aujourd'hui, ils ont des pays qui sont capables de pouvoir les approvisionner. Le Maroc a très bien montré aujourd'hui qu'il est capable d'apporter des solutions en matière d'engrais partout où le besoin se ferait sentir en Afrique. Maintenant, si le Maroc apporte une solution et qu'en Tanzanie, on estime que non, on a plutôt besoin de l'engrais qui vient, par exemple, du Moyen-Orient, pour des raisons évidentes, il est beaucoup plus facile pour un bateau à faire à l'époque parce que maintenant, les Iraniens, ils ont dit un bateau qui passe, on bombarde, mais il était bien plus facile pour la Tanzanie, pour le Kenya, pour l'Éthiopie, pour le Mozambique, qui bientôt aussi pourra avoir des outils pour produire son engrais. Il était bien plus facile pour eux de prendre un bateau qui part du Qatar, du Koweït, de l'Irak, qui contrôle le détroit d'Ormuz et vient le livrer, que d'avoir un bateau qui quitte de Tanger ou encore de Casablanca, fait le tour par le Cap de Bonne-Espérance pour venir le livrer. Donc, il est évident que ce n'est pas une question de qualité, mais c'est une question de disponibilité. Mais cela rappelle, et Landry l'a dit, que l'Afrique aujourd'hui est en train de développer ce qu'on appelle une zone de libre-échange continentale. Normalement, je dis bien normalement, là je ne dis pas en tant que journaliste, les questions agricoles devraient prédominer dans ce genre d'initiative. Vous pensez que l'Europe s'est bâtie sur quoi? L'Europe s'est bâtie sur la politique agricole commune. Au départ, lorsqu'on construisait cette Union européenne,
on avait envisagé près de 30% du budget de la Commission de l'Union européenne qui était affecté aux questions agricoles. Il faut que les gens mangent. Il faut que les gens puissent trouver un repas sur leur table. Mais chez nous, en Afrique, on est dans des discussions mais interminables sur la sécurité, les choses qui ne nous concernent pas. Alors que normalement, on devrait dire quel est le potentiel africain en matière d'engrais. Laissez même tomber les initiatives comme celles qui ont fait OCP, ce qu'on voit aujourd'hui se développer en Algérie, ce que font par exemple les Égyptiens ou bien Dangote. Il semble, il semble que le potentiel même d'engrais en termes de biomasse, en termes de produits locaux est 10 fois plus important et permettrait, s'ils sont valorisés par les pays, par des institutions, que l'Afrique puisse toujours avoir des engrais. Et puis, n'oubliez pas, l'Afrique aujourd'hui a 60% des terres arables disponibles du monde. Ce qu'on ne dit pas assez, Omar Baldé, c'est que ces terres ne sont pas du tout exploitées avant qu'on cherche à intensifier avec des engrais. Et de deux, c'est des terres parfois où, Omar, tu verses l'eau de la tomate juste parce que tu veux te débarrasser de l'eau de la tomate. Une semaine ou 2 semaines après, tu as des tomates à n'en plus finir autour de ta maison. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion régionale en matière agricole et qu'on arrête de penser qu'on va dépendre des importations dans les pays tiers. En tout cas, c'est des questions importantes. Avant d'aller à nouveau à Kinshasa pour y retrouver Landry Djimpé, je vous propose de revenir à Tanger où s'est tenue il y a quelques jours la 58e session des ministres africains de l'économie et des finances et de la planification. Et justement, il était question de cette crise au Moyen-Orient, mais aussi des solutions pour trouver des financements au moment où peut-être sortir sur les marchés internationaux est compliqué. Il était question de voir comment mobiliser davantage les ressources domestiques. Je vous propose d'écouter Dina Mrini qui nous revient par rapport à ce sujet. La mobilisation des ressources domestiques, un levier important pour le développement de l'Afrique. Tel est le thème de la réunion ministérielle organisée à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Cette rencontre intervient dans un contexte international marqué par la succession des crises, obligeant les pays africains à explorer des solutions innovantes pour assurer le financement de leur développement économique. Organisé en marge de la conférence des ministres africains des Finances et de la 58e session de la Commission économique pour l'Afrique, l'objectif de cette réunion est de renforcer la mobilisation des ressources domestiques en Afrique à travers un dialogue politique de haut niveau et d'institutionnalisation de mécanismes opérationnels de coordination, de coopération sud-sud et de partage d'expériences. Cette réunion constitue une plateforme de dialogue politique de haut niveau, réunissant plusieurs ministres et responsables africains, ainsi que des représentants d'institutions financières. Le Maroc est un pays leader en Afrique en matière de mobilisation de ressources domestiques. Le Royaume fait également partie des 4 pays leaders africains en termes de mobilisation des recettes fiscales, aux côtés de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et des îles Maurice. Cette rencontre permettra ainsi de mettre en avant l'expérience marocaine en la matière et de renforcer le dialogue entre les ministres des Finances du continent. À l'issue de cette réunion, une déclaration ministérielle a été adoptée. Cette déclaration traduit un engagement collectif en faveur du renforcement de la mobilisation des ressources internes. Elle prévoit également une série de mesures concrètes, notamment l'amélioration de la gouvernance financière, le renforcement de la coopération sud-sud et la mise en place de mécanismes de suivi et d'exécution. On vient de suivre cet élément de Dina Mrini sur cette réunion qui s'est passée ici
à Tanger, au Maroc, donc il y a de cela quelques jours. Alors, Landry Djimpe, cette question de mobilisation des ressources domestiques, du financement, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une très belle question et une question fondamentale. On voit depuis un certain nombre d'années une sorte de prise de conscience des États africains sur le potentiel de financement par la mobilisation des ressources internes, et qui est d'ailleurs très importante parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec la crise en Iran, il y a ce qu'on appelle un flight to safety. Donc, et on a vu d'ailleurs ces dernières semaines une sorte de dépréciation des monnaies locales, des monnaies africaines du moins vis-à-vis du dollar, et ce qui fait que le coût de la dette devient encore plus important. Donc, on a besoin de pouvoir revenir à de la mobilisation interne. Maintenant, au-delà du concept et au-delà des grandes idées, comment est-ce qu'on les met en pratique de façon concrète et réelle? Il y a souvent, comme très souvent sur le continent, une sorte de mismatch entre les volontés et les actions. On a aujourd'hui une volonté de formaliser l'économie, mais on ne met pas de réel incentive aux informels pour basculer dans le formel. On parle de mobiliser l'épargne, on parle de mobiliser les avoirs des fonds de pension qui sont relativement liquides sur le continent, mais en face de cela, il y a très peu de politiques incitatives pour pouvoir mobiliser cela. Donc, malgré les recommandations des organisations internationales, type Banque mondiale, FMI, sur le besoin de mobiliser cela, et la prise de mobiliser en tout cas de l'épargne, de la ressource locale, et une sorte de prise de conscience des États, on voit quand même très peu de mesures concrètes et pragmatiques pour pouvoir mobiliser convenablement ces ressources-là. Il y a quelques exemples dans certains pays. Je prends par exemple le pays où je vis, la RDC, où le ministère des Finances a sorti un texte récemment qui disait qui ouvrait le marché, prenons un exemple, qui ouvrait le marché des bons du Trésor à des acteurs autres que les banques commerciales. C'est un premier pas dans le bon sens. Ça permet à ce que les assureurs, qui sont souvent très liquides et qui manquent souvent d'opportunités pour employer les ressources qu'elles collectent, de pouvoir les employer et permettre à l'État de pouvoir mobiliser encore plus de ressources. Mais il y a besoin d'aller beaucoup plus loin. Et je donnerais pour finir, par exemple, un exemple que j'ai suivi il y a quelques années, notamment au Kenya, où l'État avait levé un infrastructure bond d'à peu près 500 millions de dollars auprès de particuliers, et où chacun pouvait souscrire par son mobile money une quote-part de ce bond d'infrastructure-là. Et ça a permis, il y a une dizaine d'années, de financer un certain nombre d'infrastructures dans le pays. Je pense que ce sont des initiatives qui doivent être étudiées. Maintenant, on a 10 ans après, on a une certaine maturité et un recul dessus, mais c'est des initiatives qui, pour moi, de façon très pragmatique, devraient pouvoir être dupliquées, notamment auprès d'investisseurs plutôt institutionnels qui, eux, ont une capacité de mobilisation de ressources beaucoup plus importante. En tout cas, c'est important. Alors, Idriss Linge, pensez-vous que cette crise au Moyen-Orient risque de réduire les possibilités de levée de fonds et de sortie internationale pour les économies africaines? Omar, ce sont des alertes négatives que tout le monde donne pour maintenir l'Afrique dans une position de demandeuse. C'est une question qui a été discutée hier à Abidjan, organisée par la Banque africaine de développement. Il y avait des représentants de plusieurs pays africains qui sont venus réfléchir sur la nouvelle architecture financière internationale et comment l'Afrique peut accéder à des capitaux qui sont moins chers et tout le reste. Et que je donne des chiffres, Omar Baldé. Si on compte l'encours global de 78 eurobonds, c'est-à-dire des emprunts internationaux, qui ont été effectués par l'Afrique au cours des 10 dernières années, on a un total de 82 milliards de dollars seulement. Le PIB de l'Afrique, c'est 3 250 milliards de dollars. Donc, nous n'avons emprunté sur les marchés internationaux en termes d'eurobonds que 82 milliards, autour de 90 milliards en moyenne. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ce marché mondial. L'année dernière, à Casablanca, non, à Rabat, Africa Finance Corporation
a dit qu'il existait en Afrique, dans le secteur bancaire, le secteur des assurances, les réserves d'échange et un ensemble d'institutions financières, une base monétaire de 4 000 milliards de dollars. C'est Africa Finance Corporation qui a dit ça. Si on considère cette masse d'argent qui est réelle, comme la base monétaire de réserves fractionnaires qui sont utilisées pour calculer la part que les banques peuvent prêter à une économie, ça donne un potentiel de levage de fonds de 76 600 milliards de dollars que l'Afrique peut mobiliser rien que sur les ressources disponibles au sein de son écosystème financier. Mais de quoi on parle, Omar Baldé? On tourne en rond en réalité. Les solutions existent, elles ont été pratiquées par d'autres. On pense que les Européens trouvent l'argent où? Pour prêter à leurs économies. Elles s'appuient sur leur base de ressources monétaires dans leur système financier, le système de l'épargne. Pourquoi un pays comme la France ne s'est pas encore effondré? C'est parce que la France a un volume d'épargne qui est extrêmement important. On parle de près de 4 000 milliards. Les Africains ont la même base en termes de ressources dans leur secteur financier et on se réunit pour se raconter des histoires alors qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il est temps pour l'Afrique de vraiment se demander qu'est-ce que les autres ont fait pour que ça marche, que ce soit les Chinois, les Taïwanais, pas les Taïwanais, les Indonésiens, les Singapouriens. Ils ont simplement utilisé des outils qui existent et ils les ont appliqués à leur réalité économique. Donc oui, Omar Baldé, l'Afrique a de quoi pouvoir lever des ressources. Et même sur le marché international, nous avons juste des pays crédibles. Un pays comme le Maroc n'a jamais dépassé 4% de coupons sur le marché international. Le Maroc est un pays qui est reconnu comme un pays crédible et stable. Vous avez des pays comme la RDC qui ont pu mobiliser encore hier 1,250 milliards de dollars parce qu'on estime que c'est un pays qui n'est pas trop endetté avec 18% du PIB. Donc, en réalité, c'est des débats qui, pour ma part, en tant qu'observateur, sont beaucoup trop longs. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas, mais je dis que si on décide d'appliquer ce que les autres appliquent chez eux, nous avons en Afrique, je dis bien en Afrique, je vais peut-être revoir bien mes calculs que j'ai fait tout à l'heure, nous avons en Afrique, voilà, c'est un potentiel de 46 000 milliards de dollars. Avec cette somme, on a résolu la moitié des problèmes sur lesquels nous pleurons tous les matins. En tout cas, il faut donc la mobiliser au plus vite, surtout au vu du contexte actuel. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je fais un tour vers Kinshasa pour revenir à cette crise au Moyen-Orient. Quelle perspective voyez-vous si cette crise dure pour les pays africains, Landry Djimpe? Ça, ce serait un scénario très difficile à vivre. Ça, c'est réel. Parce qu'aujourd'hui, les effets de la crise sont contenus parce que il y avait un minimum de stocks stratégiques qui ont été libérés dans certains pays, notamment en Afrique centrale, pour ne citer que cela. Il y a un effet différé aussi quelque part de la crise, mais la vérité est que si la crise devait perdurer, enfin, il y aurait une hausse du prix du pétrole à la pompe dans beaucoup de pays, une hausse beaucoup plus significative. Et comme on le sait, l'économie, c'est l'énergie en mouvement. Donc aujourd'hui, si le coût de cette énergie-là est forte, elle sera moins en mouvement qu'avant, et donc du coup, il y aura un ralentissement au niveau de l'économie. Ça, c'est clair. On va voir les coûts alimentaires exploser parce qu'il y aura un déficit d'engrais. Pour le continent, et on va voir une répercussion de ces deux éléments-là, énergie et agriculture, percoler dans tous les autres secteurs de l'économie. Et donc vraiment, j'appelle de mes voeux un arrêt assez rapide de ce conflit, sinon les effets vont effectivement réellement se faire sentir. Alors, je reste avec vous quand même sur une question qui est importante. Au quotidien, on prend le cas par exemple de la RDC, on a vu le cas du Sénégal tout à l'heure. Au quotidien, voyez-vous les citoyens exprimer ou ressentir ces hausses-là? Aujourd'hui, en RDC, pas énormément. Pas énormément. On ne le ressent pas encore réellement. Parce qu'il y a eu des hausses des prix des carburants, par exemple. Non, pas du tout.
Il y a eu une très légère hausse, ça c'est clair. Il y a eu une très légère hausse au tout début de la crise, quand il y a eu l'explosion du coût du pétrole sur les marchés. Il y a eu une légère hausse en RDC, mais la hausse n'a pas été aussi importante que beaucoup auraient pu croire qu'elle serait. Donc jusqu'à présent encore, l'impact est relativement contenu sur le marché congolais. Un impact relativement contenu. Peut-être que je vais poser une double question à Idriss Lindié par rapport au Bénin, justement, mais aussi par rapport aux perspectives que vous voyez par rapport à cette crise, si elle était appelée à reprendre et à continuer. Bon, disons qu'au Bénin, le principal indicateur qu'on suit, les prix de l'énergie n'ont pas augmenté, hein. Je pense que, bon, après, il faut savoir que le Bénin reste quand même un très petit consommateur, hein. Sa population de 13 millions d'habitants, avec à peine 2 millions qui vivent dans la principale ville Cotonou. Cotonou, c'est pas non plus la ville où on consomme du carburant, un peu comme dans le Lualaba de mon ami Landry Djimpé, hein, où les miniers dévorent le carburant comme si ils alimentaient leur dromadaire en eau. Mais non, pour la perspective, mon cher Omar Baldé, beaucoup de gens me disent souvent, Idriss, tu es trop optimiste et même naïf. Mais j'ai envie de dire que j'ai des indicateurs. Au cours des 3 dernières années, Omar Baldé, alors qu'on était en train de gérer ce qu'on appelle les effets de 3 crises qui se sont accumulées, c'est-à-dire la crise de la Covid, la crise ukrainienne, l'arrivée de Donald Trump qui est venu chambouler le commerce mondial. On a vu des pays faire passer leur inflation de 2 chiffres à seulement 1 chiffre. La RDC, c'est un cas extraordinaire où on est parti d'une inflation de pratiquement, je pense, 15 à 17% à aujourd'hui une inflation de 3,5%. Le Ghana, c'est un cas aussi qu'il faut observer. On est passé d'une inflation, c'est-à-dire un rythme de hausse des prix de 49% à aujourd'hui une hausse des prix de seulement 3 à 4%. Un autre pays qu'on peut citer, c'est par exemple le Nigeria, qui a aussi vu l'inflation reculer. On voit le Sénégal, malgré le fait qu'on dise qu'il avait une dette cachée, c'est terrible, on voit le Sénégal survivre. Donc, je pense que les Africains ont en eux-mêmes des solutions pour surmonter ces crises-là. En zone UEMOA, par exemple, les prix alimentaires ont connu une inversion de la courbe. Je ne sais pas s'ils ont utilisé l'engrais azoté ou l'autre type d'engrais dont tu parlais, mais les prix des produits alimentaires ont reculé. Aujourd'hui, les gens achètent plus facilement les aliments sur le marché. Le Nigeria, malgré la dépréciation monétaire, est devenu un point d'achat parce que pour les pays de la zone CFA, le pouvoir d'achat est devenu élevé. Donc, il y a des solutions à l'intérieur du continent. Mais le vrai défi, c'est que nous faisons la paresse, soit de toujours reporter ce que les autres disent du continent avec leurs propres indicateurs, leurs propres perspectives, au lieu de se concentrer sur les choses qui font qu'on résiste. La vraie question est-ce que la barre de résistance de l'Afrique peut tenir à toutes ces crises que les autres créent et pour laquelle l'Afrique subit des impacts? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Ça nécessite une étude bien longue et peut-être qu'un jour, on en discutera sur les antennes de Midi 1 TV. En tout cas, c'est à suivre, hein. Un dernier mot pour notre ami Landry Djimpé. Globalement, pensez-vous que cette fois-ci, quand même, hein, l'Afrique a mieux encaissé le choc par rapport à la crise post-Covid et à la guerre en Ukraine? C'est peut-être trop tôt pour faire ce constat-là. Honnêtement, on est à peine à 4 semaines déjà, la crise a été relativement moins longue. On est à peine à 4 semaines et on est à peine en train de sortir de la crise. Donc, on ne peut pas encore vraiment mesurer l'impact réel de cette crise-là. Mais la vérité est que, et là, je rejoins vraiment Idriss dans son analyse, c'est que l'Afrique a appris de ses leçons. L'Afrique apprend en tout cas de ces challenges, de ces défis, et on voit qu'il y a quand même une meilleure préparation et une meilleure réponse
à la crise que ce qu'on a pu voir, à l'attentisme qu'on a pu observer dans certaines crises précédentes. Maintenant, oui, il y a beaucoup encore, beaucoup reste encore à faire. Il y a une question de réflexion sur les réponses peut-être plus endogènes, à construire des réponses peut-être plus endogènes et peut-être plus coordonnées à ces impacts et à ces chocs qui nous viennent et qui sont créés par d'autres régions du monde. En tout cas, c'est quelque chose à suivre et à observer. Merci à vous, Landry Djimpé. Je rappelle que vous êtes associé à Innogens Consulting. Vous nous parliez depuis Kinshasa. Merci, ça fait un plaisir de vous avoir dans Éco-Débat. Merci également à Idriss Lindié, directeur des rédactions de Média Mania. Idriss Lindié, je rappelle que vous êtes le directeur donc, des rédactions de Média Mania qui édite entre autres l'agence panafricaine EcoFin. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous avoir avec nous très prochainement. Merci également à vous qui nous suiviez et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medianews.com et sur nos pages sur les réseaux sociaux. Bonne suite de programme sur Medi 1 TV.